Notre histoire commence en juin 1798, lorsque la nouvelle de l'arrivée d'une flotte britannique sous le commandement de Horatio Nelson au large de la côte d'Alexandrie parvint aux habitants. Nelson avait pour mission de trouver une flotte française qui était signalée en route pour l'Égypte. Cette flotte était dirigée par nul autre que Napoléon Bonaparte, qui, après sa victoire contre les Anglais à Toulon en 1793, se tourna vers la conquête de l'Égypte. À cette époque, l'Égypte était sous contrôle de l'Empire ottoman qu'ils avaient conquis aux Mamelouks 300 ans plus tôt. Toutefois, le règne des Mamelouks continua après la conquête ottomane. Les Mamelouks restèrent comme l'élite dirigeante avec le soutien des érudits et des marchands, tandis que la grande majorité de la population locale était composée de paysans et d'artisans ayant peu d'influence dans les affaires de la région et étant considérés comme de simples contribuables. Les Anglais avaient informé les locaux que leur ennemi, les Français, avaient apparemment mis les voiles depuis Malte et se dirigeaient vers l'Égypte, les mettant en garde contre la possibilité d'une offensive française. Ces avertissements furent ignorés et les Anglais furent expulsés. Cependant, quelques jours plus tard, des navires français furent repérés au large de la côte d'Alexandrie. Et dès leur débarquement, les troupes françaises attaquèrent la ville. La garnison, en infériorité numérique et mal préparée, ne put offrir une grande résistance et se rendit peu de temps après. L'objectif de Napoléon était simple, assujettir l'Égypte et avancer vers le Levant dans le but d'établir une base française au Proche-Orient qui pourrait menacer les intérêts britanniques en Inde. Alexandrie était conquise, et la nouvelle arriva rapidement au Caire. Les deux co-dirigeants mamelouks de l'Égypte, Mourad Bey et Ibrahim Bey, convoquèrent un conseil d'État avec les émirs et les érudits pour évaluer la situation. Le conseil fut marqué de disputes, comme c'était souvent le cas avec les mamelouks. Des factions se formaient. L'un d'entre eux aurait dit « Tout cela est le résultat de la négligence dans la gestion des ports et d'un laisser-faire inacceptable. » Un autre aurait répondu « Que pouvons-nous faire ? À chaque fois que nous voulons reconstruire et fortifier, vous rétorquez que la ville prévoit de se rebeller contre le sultan. » Peu de temps après, un rapport fut envoyé à Constantinople et le conseil décida de préparer ses forces contre les Français avec Mourad Bey comme commandant en chef. Pendant ce temps, l'armée française était déjà en mouvement et venait de prendre la ville de Rosette. Napoléon émit alors un tract à lire et à distribuer dans toute l'Égypte. L'on pouvait lire sur le tract « Au nom de la République française, fondée sur les principes de liberté et d'égalité, le général Bonaparte, commandant en chef des armées françaises, informe tout le peuple égyptien que depuis trop longtemps, les Sanjaks qui régnaient sur l'Égypte ont traité la communauté française de manière basse et méprisante, persécutant ses marchands avec toutes sortes d'extorsions et de violences. Par conséquent, l'heure du châtiment est venue. Ô Égyptiens, ils vous diront que je n'ai entrepris cette expédition que dans le but d'abolir votre religion. Mais c'est un mensonge pur, et vous ne devez pas y croire. Dites à votre nation que les Français sont aussi des musulmans fidèles, qui ont envahi Rome et ont détruit la papauté. Le tract avait pour but de pacifier la population musulmane et de semer les graines du doute envers les dirigeants mamelouks et ottomans. Le tract continue avec les conditions suivantes. 1. Soumettez-vous et hissez le drapeau français. 2. Chaque village se rebellant contre les Français sera brûlé. 3. Chaque village qui se soumet devra hisser le drapeau français. 4. Les cheikhs de chaque village doivent sceller toute propriété, maison et possession appartenant aux Mamelouks. Et 5. Les érudits doivent rester à leur poste, les prières seront effectuées comme d'habitude, et que Dieu perpétue la gloire du sultan ottoman et de l'armée française, et qu'il maudisse les Mamelouks et ajuste la condition des Égyptiens. Al-Jabarti, le contemporain qui a enregistré tous ces événements, disséqua le tract et démontra les nombreuses erreurs grammaticales et se moqua ouvertement des prétentions religieuses qu'il trouvait ridicules. Il enregistra fréquemment les comportements des soldats français et exprima son opinion à leur sujet. Chaque fois qu'un soldat français doit accomplir un acte de la nature, il le fait où qu'il se trouve, même à la vue de tous, et il s'en va tel quel, sans se laver ses parties intimes après défécation. S'il a du goût et du raffinement, il s'essuie avec ce qu'il trouve, même avec un papier utilisé. Sinon, il reste tel quel.
Ils ont des relations sexuelles avec n'importe quelle femme qui leur plaît, et vice-versa. Parfois, l'une de leurs femmes entre dans un salon de coiffure et demande à ce qu'on lui rase les poils pubiens. Et si les coiffeurs le souhaitent, il peut se faire rémunérer en nature. L'armée de Napoléon prit la route depuis Rosette et continua sa marche vers le sud le long du Nil, avec pour objectif évident de conquérir la capitale égyptienne. Ils occupèrent d'abord les localités de Foua et Rahmaniya, jusqu'à qu'ils tombèrent sur les forces de Mourad Bey qui les attendaient. Les Égyptiens ne réussirent pas à défendre leur position et furent rapidement vaincus. Les deux côtés subirent des pertes minimales lors de la courte bataille, mais les Égyptiens virent une grande partie de leur arsenal et de leurs pièces d'artillerie détruites. La marche française se poursuivit, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils n'atteignent le Caire. Des fortifications furent alors ordonnées le long de la route, mais elles ne furent d'aucune aide. Quelques jours après sa défaite, Mourad Bey se rendit au village d'Imbabé, situé près des pyramides de Giza, pour mettre en place des défenses en prévision de l'attaque imminente des Français sur le Caire. Il lança ainsi un appel aux armes. Il lança ainsi un appel général aux armes. Ibrahim Bey stationna ses forces de l'autre côté de la rive du fleuve. Les écrits d'Al-Jabarti nous donnent là également un bon aperçu de ces événements. Pour les Mamelouks, il écrit « Les Mamelouks se sont rassemblés sur les deux rives. Mais ils étaient indécis et se disputaient, étant en désaccord les uns avec les autres, divisés dans leurs opinions, envieux les uns des autres, effrayés pour leur vie, leur bien-être et leur confort, plongés dans leur ignorance et leurs illusions, arrogants et hautains dans leur tenue, craignant de diminuer en nombre et pompeux dans leur parure, insouciants des conséquences de leurs actions. Et bien qu'il fût souvent très critique à l'égard des Français, Al-Jabarti faisait la part des choses et loua les Français pour leur détermination et leur courage. Ils étaient différents de l'autre groupe. Ils agissaient comme s'ils suivaient la tradition de l'islam des premiers jours et se considéraient comme des combattants dans une guerre sainte. Ils ne considéraient jamais le nombre de leurs ennemis comme trop élevé, et ils se moquaient de savoir qui parmi eux était tué. En effet, ils considéraient quiconque ayant fui comme un traître à sa communauté et un apostat de sa foi. Ils suivaient les ordres de leur commandant et obéissaient fidèlement à leur chef. La bataille des Pyramides se termina sur une victoire française, et les portes du Caire furent ouvertes aux Français. Mourad Bey et ses compagnons s'enfuirent. Ce qui en suivit fut un pillage dévastateur du Caire, que Al-Jabarti décrirait comme des événements qui n'avaient jamais eu lieu auparavant dans l'histoire de la ville. Cependant, Napoléon promit plus tard aux habitants sécurité, une fois que les érudits locaux aient été plaidés auprès des Français. Entre-temps, l'amiral Nelson découvrit la flotte française stationnée vers Aboukir et la réduit à feu et à sang. Les Français se retrouvèrent donc bloqués en Égypte. Après avoir appris la nouvelle, Napoléon aurait dit « Nous avons perdu notre flotte. Eh bien, nous devrons rester ici, ou vivre en grand homme, tout comme les anciens ont fait. » De nouvelles informations étaient également parvenues de Mourad Bey et de ses forces qui avaient été repérées au sud-ouest du Caire. L'armée française prit alors la route pour les affronter. Cependant, cette fois-ci, les Mamelouks étaient un peu plus conscients de leurs désavantages. Après un échange initial de tirs, ils feignirent une retraite et attirèrent les Français dans une embuscade vers Al-Lahoun. Les Mamelouks vainquirent alors les Français, et la nouvelle de cette victoire se répandit rapidement, redonnant espoir aux Égyptiens. Les mois suivants, d'autres escarmouches mineures eurent lieu entre Mourad Bey et les Français. Pendant ce temps, au Caire, la population commença à prendre conscience de la mauvaise gestion française de la ville, en particulier avec la manipulation des lois fiscales. Une révolte se préparait, encouragée par les érudits locaux. « Ô musulmans, le djihad vous incombe. Comment vous, hommes libres, acceptez-vous de payer la jizya aux infidèles? N'avez-vous donc aucune fierté? N'entendez-vous pas l'appel au combat ?» La grande révolte du Caire était déclarée. La population était descendue dans les rues, armée pour chasser les Français de chez eux. Des foules se rassemblèrent à la mosquée Al-Husayniya et Al-Azhar, où l'un des généraux français fut tué. De violentes escarmouches éclatèrent dans les rues entre les Français et les habitants qui s'étaient barricadés derrière les murs de pierre. Mais la situation ne dura pas bien longtemps. Les Français alignèrent leurs canons contre la ville et ouvrirent le feu de manière indiscriminée, tuant et détruisant tout ce qu'ils touchaient. Les rebelles prirent rapidement la fuite et se dissimulèrent dans les mosquées. Napoléon dirigea alors les bombardements vers la mosquée de Al-Azhar, où de nombreuses personnes se cachaient. La grande révolte prit fin dans un bain de sang.
faisant des milliers de locaux morts dans les rues du Caire. Ainsi, la maigre confiance établie entre les Français et les Égyptiens fut à ce moment rompue. Les érudits, dans une tentative d'éviter davantage de bains de sang, avertirent les musulmans contre toute agitation. Quelques mois plus tard, Napoléon prit la route de la Syrie. Le sultan ottoman Sélim III en avait assez des Français et leur déclara la guerre, avec l'aide des Britanniques. Napoléon traversa alors la Palestine et occupa les villes de Gaza, Jaffa et Haïfa, en atteignant la ville d'Acre. Le siège de la ville d'Acre deviendrait le premier revers majeur de Napoléon dans sa campagne égyptienne. Après 2 mois continus de siège, en vain, il se retira en Égypte. Entre-temps, la flotte ottomane était arrivée à Alexandrie, tandis que Mourad Bey et ses troupes représentaient toujours une menace au sud-ouest du Caire. Napoléon, alors encerclé, s'enfuit vers Aboukir où une force ottomane l'attendait. Avec des pertes constantes dans son armée et l'instabilité politique croissante en France, Napoléon décida de quitter l'Égypte en secret, après plus d'1 an. Il nomma le général Kléber comme commandant en Égypte par le biais d'une lettre écrite le jour même de son départ. Les Français restés en Égypte virent la fuite de leur général comme une haute trahison. Kléber commanda les troupes françaises en Égypte jusqu'à son assassinat en 1800. Les Français furent finalement vaincus en 1801 et l'Égypte retourna dans les mains des Ottomans.